Bonjour à toutes et tous, bonjour Olivia. Nous sommes super contentes de vous retrouver pour ce 3e épisode de Dessous de la voile saison 2, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres. Bonjour Anne, bonjour à tous, ravie de vous retrouver et encore un grand merci d'écouter les Dessous de la voile. Pour ce 3e épisode de la saison 2, nous avons voulu en savoir plus sur Hubert Lemonnier, celui dont on parle beaucoup ces dernières semaines, car il fait partie de l'équipe de direction de course du prochain Vendée Globe. Et oui, Hubert Lemonnier n'est pas un bleu en matière d'organisation de course au large. Il fait partie de la direction de course du Vendée Globe depuis 2012, mais cette fois-ci, il sera à la tête de cette belle équipe qui verra Jacques Carès transmettre son savoir. Alors Hubert a 42 ans, il affiche une sacrée connaissance. Moi, j'aime bien dire que c'est l'homme qui murmure à l'oreille des skippers. Vous allez voir, il est super intéressant. C'est parti, on l'écoute. Bonjour Hubert, comment ça va et où est-ce que tu es? Écoute, je vais très très bien, je te remercie. Je suis très content d'être à Alicante aujourd'hui et pour quelques jours. Je récupère un peu le suivi de course avec l'équipe de The Ocean Race pour la fin de cette 3e étape qui se déroule entre Cape Town et Itajaí. Et donc je suis en pleine direction de course à suivre les concurrents qui se dirigent vers l'arrivée qui devrait être théoriquement ce dimanche. Alors on a envie de te dire bravo car on a appris la nouvelle de cette nouvelle équipe de direction de course pour le Vendée Globe 2024. Comment cela s'est fait? Eh bien écoute, ça a été une compétition, parce que c'est une mise en concurrence avec appel d'offres. Donc c'est un long parcours administratif et de montage de dossier pour arriver à répondre correctement déjà à l'appel d'offres. Parce que ça c'est un vrai langage, une vraie méthodologie administrative. Donc ça, on a travaillé dur avec l'équipe pour arriver à être cohérent et répondre convenablement dans les bons délais. Et écoute, ça s'est déroulé en plusieurs étapes donc. Et puis on a une notification officielle du marché qui donc nous informait que notre candidature avait été reçue. Et donc l'annonce a été officialisée par un point presse à La Roche-sur-Yon le 20 mars, la semaine dernière. Alors qu'est-ce qu'il faut Hubert comme diplôme pour être directeur de course et comment tu t'es préparé à ça? Écoute, ça fait maintenant de 13 ans que je travaille en direction de course, à l'accompagnement des directeurs de course. Donc, j'étais ce qu'on appelle un directeur de course adjoint ou un assistant au directeur de course. Donc c'est une préparation qui s'est opérée sur le long terme, sans réellement savoir jusqu'où ça allait me mener, mais j'ai accumulé les expériences de direction de course, en l'occurrence sur des courses majeures, en solitaire, en IMOCA pour la plupart, au large. Donc il a s'agi à un moment donné de valider tous ces acquis depuis plus de presque 15 ans. Et j'ai entamé donc il y a 2 ans maintenant, à peu près, l'officialisation de cette posture de directeur de course auprès de la Fédération française de voile, qui donc habilite ses directeurs de course, elle prend part dans les responsabilités aussi en termes de- de- d'assurance et d'homologation de ces directeurs de course. Donc c'est une liste officielle, très, très organisée. Et malheureusement, moi, j'étais pas vraiment dans le processus standard, parce que déjà, d'une part, je suis arrivé en temps adjoint, et d'autre part, je pense que le système a lui aussi évolué dans le temps, ce qui fait que ce système et moi, on s'est retrouvés donc il y a à peu près 20 mois, et il a s'agit donc de suivre un peu les demandes pour pouvoir être reconnu comme directeur de course habilité. Donc cela correspond à d'abord faire des courses en tant que directeur de course catégorie B. Donc ce sont des courses un peu moins longues, un peu moins lointaines. Donc souvent une notion de temps de distance d'un abri ou d'un secours. Et puis ensuite, ce que j'ai fait avec des courses en Figaro. Et ensuite, pour pouvoir être A, il fallait faire des B et puis montrer
la volonté de le faire avec un dossier et se faire habiliter pour ma part par la commission des directeurs de course qui est présidée par Christian Le Pape. Et donc voilà, tout ce long chemin en parallèle du chemin administratif de l'appel d'offres et de la mise en concurrence, ben, je l'ai entamé et je le suis encore puisque mon habilitation finale n'est pas encore terminée. Elle sera, je l'espère, à la fin de l'année. En fait, dans cette histoire, ce qui est top, c'est que toute la transmission avec Jacques Carès, c'est une chose importante et un état d'esprit dans cette équipe. Qu'est-ce que Jaco t'a appris? Effectivement, je pense que une des grandes valeurs de Jacques, et je pense que tous ceux qui le connaissent seront d'accord pour le dire, c'est qu'il met l'humain au centre et il fait confiance euh, dans, dans des temps aussi intransigeants sur les différents aspects, mais il m'a fait confiance depuis le début. On était complémentaires sur une partie un peu plus technico-technique pour ma part, suivi de course avec l'évolution des technologies, des logiciels, des DTO et j'en passe et des meilleurs, ou encore par exemple les détections de glace, les dérives de glace, tout ça. Donc c'était des choses assez nouvelles et c'est vrai qu'en Figaro, il avait moins d'expérience de ça. Là, en allant sur le Vendée Globe, il a aussi dû faire face à ces problématiques de technologie, mais du fait de notre, je sais pas tout seul, mais aussi les autres adjoints, hein, mais du fait de notre soutien, il a pu lui s'exprimer dans son domaine, dans la gestion générale de la direction de course, la sécurité, les relations au skipper, le maritime. Euh, nous, on a aussi su lui apporter toute la confiance, toute la partie technico-technique. Donc ça, pour lui, je pense que Jacques, il a vachement apprécié ça. Et puis, bah pour moi, il m'a permis de grandir aussi avec lui dans la course au large, dans le suivi de direction de course, dans les problématiques. On a fait face à pas mal de tempêtes, aux différentes avaries pardon, des concurrents et des expériences aussi diverses et variées sur d'autres courses que le Vendée Globe. Donc, ouais, il y a une très belle passation. Il m'a appris beaucoup sur le déchiffrage à terre de ce qui se passait en mer, à travers les petits, souvent des détails, souvent des aspects que les terriens pourraient ne pas voir, donc des traces, des réductions de vitesse, des messages qui veulent dire beaucoup parfois. Donc ça, c'était hyper intéressant. Et puis après, quand j'ai commencé à naviguer un peu plus, moi, sur les IMOCA, depuis quelques années maintenant, mais quand même, bah, j'ai enfin compris, tout allié, je comprenais d'autres choses. Et en échangeant, bah, je comprenais mieux ce que pouvaient vivre les skippers. Et c'est aussi ça que lui et moi, on a envie de mettre au centre. C'est qu'on essaie d'être toujours au contact de la réalité maritime et d'être sur les bateaux, d'être proche de ça. C'est important qu'ils soient encore à tes côtés pour ce prochain Vendée Globe, j'imagine. Ah bah bien sûr, bien sûr. C'est c'est un jeu de chaises musicales. Certes, on échange un peu, on grandit ensemble et on échange un peu là la casquette numéro un, mais on travaille depuis maintenant quelques années ensemble. On travaille bien ensemble, je pense, on est complémentaires. Et puis moi, Jacques, que ça soit dans un ordre ou dans un autre, j'aime travailler avec lui. Et je crois que aussi il aime bien travailler avec moi. Donc, moi, j'ai besoin aussi de encore plus, certes, parce que là maintenant c'est la première fois que je me retrouve à la direction, mais c'est quand même un collectif et tout est pris de manière horizontale, les décisions, les réflexions, c'est un travail vraiment de groupe euh, qui est assumé après par une personne, parce qu'il faut une personne qui soit responsable si c'est bien et si c'est pas bien, c'est pas moi, mais ouais, ouais. Si tu devais caractériser chaque membre de ton équipe, Claire Renaud, Pierre Hayes, un petit nouveau Yann Eliès et bien entendu Jacques. Ah, bah écoute, si on prend Pierre S, qui est quelqu'un de très organisé, et à la fois très maritime sur la partie organisationnelle, c'est vraiment la régie port, la régie logistique mer sur les départs, arrivées, la gestion de tous les acteurs sur l'eau. Donc ça, Pierre, bah, il fait ça depuis longtemps, il est extrêmement compétent pour faire ça, ça lui plaît. Je pense que Claire, elle a un côté un peu similaire, où elle est extrêmement organisée également sur toute la partie
régie terre-mer, la relation vraiment entre l'organisation, l'autorité organisatrice et les équipes et les différents acteurs aussi. Donc je pense que Terre, elle a beaucoup ce rôle-là. Elle aime bien être dans son coin. Elle aime pas trop l'exposition médiatique, donc ça lui correspond plutôt bien. Et en même temps, elle a une espèce de vision et d'interprétation générale sur les sujets qui est hyper intéressant parce qu'elle vise souvent très juste et donc sa perception des choses est très intéressante. Et alors après, on a nos deux plus âgés, on va dire plus anciens, qui sont donc Yann Eliès et Jacques Carès. Yann Eliès, si tu veux, il a une énorme expérience maritime, une reconnaissance totale de tous, et, euh, et je pense que pour nous, d'avoir quelqu'un qui a cette vision-là, ayant connu les avaries qu'il a pu connaître, je rappelle surtout son accident, bah, ça rajoute vraiment une pierre à l'édifice importante. On a aussi beaucoup de visu dans le tableau de 2024. Et effectivement, quand tu as des gens qui te connaissent, à la fois de manière globale, à la fois de manière précise sur certains points, bah, je pense qu'on sera encore plus fort. Donc ouais, Yann, j'aime bien sa vision aussi très coaching, très comité, vision de la ligne, vraiment régate, c'est intéressant. Et après, de manière générale, Jacques, il a la vision transversale, complète et totale de tout ça, ce qui fait que tu mets tout ça bout à bout, donc il est super complet d'accord. Quelle est la difficulté du Vendée Globe en tant que directeur de course? Écoute, je te le dirai un peu plus dans le détail parce que j'étais adjoint, mais normalement, de ce que j'ai identifié moi, c'est la gestion, la pression, on va dire, du départ, qui est quand même un gros chapitre. Ça en charge la sécurité du départ et des arrivées. Et donc ça, je pense que ça doit être assez compliqué parce que bien sûr, on ne maîtrise pas la météo. Donc si tout se passe bien, comme en 2016, en 2020 ça s'est très bien passé, mais il y avait eu le brouillard. Donc je prie déjà tous les dieux possibles pour qu'ils fassent une météo assez bonne, mais malheureusement on peut pas le savoir. Donc ça me paraît être une grosse pression. Après, après on a fait justement un peu tous les exercices de direction de course, on les a un peu pratiqués dans les dernières éditions. Jacques, elle n'hésitait pas à nous laisser faire s'il n'était pas disponible, si on avait envie, on partageait un peu tout ça, donc que ce soit de l'interview, de la gestion des partenaires, en passant par l'administration maritime, en passant par les groupes mers, l'animation, tout ça, on a une bonne vision des choses. Donc, à part la sécurité qui pour moi est importante et bien sûr mobilise beaucoup d'énergie, surtout aussi pendant la course. Tu vois, après le naufrage de Kevin, ça s'est bien déroulé, l'issue est positive, mais ça aurait pu aussi mal se dérouler. Donc ça, c'est voilà, des choses que j'ai en tête. Ta pire appréhension, c'est quoi? Mais peut-être que tu veux pas y penser. Bah, la pire appréhension, c'est effectivement, c'est le naufrage de Kevin et qu'on retrouve pas Kevin. Donc c'est un naufrage d'un concurrent. On essaie de mettre tous les moyens en œuvre en face des problèmes. On a les solutions, mais à un moment donné, ça marche pas. Et là, faut expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Mais bon, je pense que grâce au travail qui est fait en amont, tout le monde est prêt pour aussi appréhender tout ça. Donc, faut s'y préparer. Ton parcours a été riche avec notamment une expérience à travers le monde. Tu parles chinois. Est-ce que c'est un plus pour être directeur de course? En tout cas, c'était pas un moins jusque-là parce que je pense qu'il n'y en avait pas qui parlaient chinois, mais euh, je crois que de manière générale, on assiste quand même à de plus en plus de nationalités dans notre monde de course au large. Donc le chinois, écoute, c'est un plus puisqu'on a un skipper chinois qui est en IMOCA, que je connais bien, euh, qui c'est Junkun, Jackie, baptisé Jackie, que je connais bien parce qu'on a travaillé ensemble depuis quelques années. Il était venu, j'avais participé à la sélection des marins chinois pour Dongfeng sur la Volvo Ocean Race, la toute première, et il était là.
Il n'a pas été choisi, mais comme quoi il est toujours là. Et maintenant, il fait de l'IMOCA, on se retrouve. J'essaye de l'aider au maximum parce que c'est pas simple pour lui. Donc oui, c'est un plus. Imaginons qu'il y a un problème avec lui sur notre course, c'est quand même intéressant. Et de manière générale, je pense que le monde aujourd'hui s'est internationalisé, les frontières se sont effacées et on le voit bien aussi dans le Vendée Globe. Donc, je pense que c'est un plus de pouvoir avoir cette ouverture. Et il y en aura encore plus, j'espère, à l'avenir. Alors tu connais ce skipper chinois et d'autres. Comment gères-tu le côté sentimental, émotionnel avec les skippers que tu connais? Et on se doit bien sûr d'être le plus neutre possible, mais chacun est comme un petit poussin qui part et qui doit revenir. Je veux dire déjà qu'il est souvent ça. Et tu vis personnellement chaque candidat, c'est-à-dire sa sécurité, son vent de globe, sa présence, rien que d'être là au lieu de départ, c'est déjà très, très bon compliqué. Donc c'est difficile de mettre de côté l'émotionnel. Il faut viser juste, et en visant juste, de faire des déçus. On en aura peut-être. Aujourd'hui, je connais bien tout le monde, à peu près, enfin, je pense, du fait d'avoir été à la classe IMOCA, et j'arrive à prendre de la distance aussi parce que c'est aussi gage de sécurité, d'être un peu à distance. Je pense que on arrive à faire la part des choses. Il va bien falloir, quoi. Ouais. Le Vendée Globe, ce sont des mois de préparation et de sollicitation, c'est très intense. Quelle est ta recette pour ne pas te faire envahir et avoir des petits moments à toi? Bien écoute, j'ai été entraîné pendant 20 mois là, à la classe IMOCA, où n'importe quelle idée, n'importe quelle envie, ou même m'était envoyée par WhatsApp ou autre. Donc j'ai une super préparation là. Et je pense que même ça va même se calmer parce que je vais prendre de la distance et j'ai envie de croire que ça va un petit peu se calmer. En tout cas, je vais devoir faire un peu plus la part des choses parce que bah, en tant que directeur de course du Vendée Globe, si tu réponds sans réflexion aux choses, les conséquences peuvent être dangereuses, compliquées. Donc je serai toujours à l'écoute, je serai toujours présent comme on l'a toujours fait. Et, je ne changerai pas la manière de faire puisqu'elle a fonctionné. Et on a quand même l'estime aussi de pas mal de gens sur ce mode de fonctionnement-là. Mais il va falloir aussi mettre des garde-fous à tout ça et bah, ça va se construire à moyen terme déjà et puis ça va bien fonctionner. Justement, tes garde-fous, c'est quoi? La lecture, du surf, comment tu t'évades de ce monde? Eh ben écoute, t'as tout à fait raison. C'est le surf pour moi, pour ma part, c'est en fait, de manière générale d'être sur l'eau, donc tous les supports qui permettent d'aller t'amuser sur l'océan, bateau, voile, kite, foil, tous ces sports-là qui te procurent pardon, beaucoup de sensations où t'évades et t'empêches de réfléchir, t'es dans l'instant présent. Et c'est dingue l'addiction que ça crée. Et c'est la ventoline, c'est justement mon échappatoire. Et je le conserve et on n'est pas tout seul à la direction de course à partager ça. Il y en a d'autres membres, dont Yann, Jacques, chacun à sa manière, mais en tout cas on est sur l'eau et voilà, ce sera la solution. Et quand tu es sur l'eau, t'as pas de réseau, donc t'es pas joignable. En fait, aujourd'hui tu l'es, mais tu fais croire que tu l'es pas. À toi, Hubert, petit garçon Rochelet, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aujourd'hui? Ah, et ben j'aurais envie de lui dire, bah écoute, c'est maintenant que ça se passe, regarde, ton papa t'a emmené naviguer dans les eaux rochelaises, rétaises et d'Oléron et autres. Et je suis très fier aussi d'arriver à accomplir ça parce que c'est une forme de reconnaissance et aussi énormément grâce à aux valeurs et à tout ce qui m'a et mes parents m'ont transmis. Donc il y a ce côté petit garçon de La Rochelle avec les tours de La Rochelle en fond d'écran qui se retrouve tout le monde connaît le Vendée Globe à La Rochelle bien sûr et c'est à côté. Ça faisait tellement rêver quand j'étais enfant. Là, se retrouver acteur majeur de ça, c'est d'abord beaucoup de gratitude, c'est effectivement beaucoup d'honneur, de fierté, de tout ça qui se mélange. Et en même temps, je repense à ces nombreuses années de travail. Je me dis quand même, bah, c'est que
ça paye un peu à un moment donné. On a passé beaucoup de temps et d'énergie pendant que les gens dormaient, se reposaient, vivaient. Concession personnelle que ça représente, le temps passé à faire des quarts. On est comme sur un bateau, hein. Alors, certes, ça bouge moins, c'est moins de bruit, c'est moins dangereux, mais on oublie heureusement, hein. On oublie avec le temps, mais sur le moment, des fois, enfin, le degré de fatigue à la sortie d'un Vendée Globe, à terre même, en décès, c'est costaud quand même. Tu te retrouves un peu comme un skipper qui fait ce Vendée Globe, mais en restant à terre. Un peu, quelque part. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Je fais souvent la métaphore. On est sur un bateau, on est embarqués tous ensemble. Bon là, c'est en équipage, on sera 5. On vit notre aventure à huis clos, un petit peu, hors du monde, hors du temps. Et finalement, il y a pas mal de similitudes. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Hubert, pour toute cette préparation pour le Vendée Globe qui part quand déjà? Le 10 novembre. Ouais, bah écoute, tu peux me souhaiter déjà dans le processus, pas à pas, on a la New York Vendée qui va être une grosse course à organiser. Donc effectivement, celle-là, on l'a déjà faite en 2016. On sait que c'est compliqué d'amener nos bateaux à New York. Ça, c'est un gros chapitre sur lequel on va vite commencer à travailler avec l'équipe et on est très excités à l'idée de le faire. Et après, qu'il y ait le maximum de bateaux à l'arrivée du Vendée Globe et que tout le monde fasse un beau Vendée Globe en sécurité et qu'on raconte encore une fois une aventure fantastique. Il est clair, posé, mais heureusement, parce que je pense qu'il faut ça pour être directeur de course. Et aussi avoir du recul. C'est quand même un métier pas facile du tout. On va lui souhaiter que du beau et du bon pour ses prochaines années. Oui, et puis on a aussi passé 2 petits coups de fil pour recueillir les réactions de Jacques Carès et de Claire Renoux. C'est super sympa, vous allez voir, on les écoute, ils nous ont envoyé des petits audios. Je suis persuadé qu'Hubert Lemonnier a aujourd'hui la maturité légitime pour tenir ce poste de directeur de course pour le prochain Vendée Globe. Il sera accompagné de notre dernière équipe du précédent Vendée avec la présence en adjoint de Claire Renoux et Pierre Hayes. Une équipe solide, expérimentée et renforcée par la qualité maritime et la présence de Yann Eliès. De cette équipe de 4 personnes, je reste auprès d'eux pendant toute la course pour les épauler et je serai en Vendée pour partager les quarts de veille. L'équipe du Vendée Globe 2024, c'est la même entre guillemets Dream Team que pour la dernière édition, avec l'intégration d'un petit nouveau en plus. C'est pour moi un cumul d'expériences multiples avec Jacques et Yann en tant que coureurs, puis directeur de course pour Jacques, et de direction de course diverses pour Hubert, Pierre et moi. Ce qui fait la force de cette équipe, c'est aussi la confiance mutuelle entre chacun des membres, justement de par ses expériences diverses. Si on doit faire un petit mot sur chacun, alors écoute, Hubert, notre nouveau directeur de course, il a l'expérience déjà de 3 Vendée Globe. Et c'est vrai que même si je le connaissais peu quand j'ai rejoint l'équipe en 2020, à la place de Guillaume Évrard, ça a tout de suite matché et on collabore régulièrement depuis, en particulier sur sa grande première qui était le trophée BPGO. Avec Pierre, écoute, on se connaît depuis de nombreuses années puisqu'on a travaillé ensemble sur pas mal d'événements comme la Route du Rhum, la Solitaire du Figaro, etc. Yann, c'est chouette de l'intégrer dans l'équipe. On le connaît tous depuis longtemps et il a une vraie expérience des IMOCA. Il va nous apporter beaucoup de par son expertise de coureur. C'est bien d'ailleurs de voir arriver des marins dans le circuit des directeurs de course. Et enfin, Jacques, pour moi, il fait partie de ces personnes comme Jean Morel qui ont, entre guillemets, bourlingué et vécu pas mal de choses en mer. Hein. Cette expérience, il l'a transmise à chacun de nous au fil des événements sur lesquels nous avons été avec lui. C'est quelqu'un qui fait confiance rapidement aux gens avec qui il travaille, d'où cette transmission cette année avec Hubert. Côté expérience, même si on a déjà un Vendée Globe en commun et que la partition c'est quasi la même, chaque course est différente et apporte de nouvelles connaissances et expertises à tous les niveaux, aussi bien en sécurité qu'en météo ou autre. Donc, écoute, j'ai vraiment hâte de vivre cette nouvelle aventure avec cette Dream Team.
Et après cet échange super sympa, moi j'ai envie de faire 2 petits coups de gueule. Alors le premier, j'en avais déjà parlé, concerne le bateau de Brieux-Maisonneuve, toujours en attente d'être enlevé de la côte de Guidel, dans le Morbihan. On le sait, entre la banque, les avocats, les paramètres sont compliqués et longs à décoincer pour procéder à l'enlèvement de cette épave. On souhaite de tout cœur que cela se passe vite, car la saison commence avec les vacances de Pâques qui arrivent bientôt. Deuxième coup de gueule, encore une histoire de guéguerre entre 2 classes de la course au large, les Ultimes et les IMOCA sur la Transat Jacques Vabre, ces derniers ne souhaitant pas que les Ultimes participent. Alors on comprend que chacun veut sa part du gâteau en matière de communication, mais ce genre d'affaires ne pourrait-elle pas avoir lieu en huis clos plutôt que d'être exposée dans les médias et donc abîmer encore un peu plus l'image de la course au large qui décidément en aura pris un coup cet hiver 2022-2023. Bon, alors moi je vais faire la gentille et faire des coups de cœur du coup. Allez, on commence par ce week-end filer à la Trinité-sur-Mer, voir tous ces bateaux sur l'eau qui sont réunis pour le SPI Ouest France Banque Populaire Grand Ouest. Plus de 400 bateaux participent aux régates de ce week-end de Pâques. Ensuite, un immense bravo à l'équipage de Team Malaysia qui a remporté la 3e étape de J-Ocean Race à Itajaí au Brésil, devant Holcim PRB skippé par Kevin Escoffier. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais la fin était digne d'un match race sur l'Atlantique. Ils vont tous se reposer en fait quelques jours avant de repartir le 23 avril en direction de Newport aux États-Unis. Autre coup de cœur, c'est la navigatrice sud-africaine, on en a déjà parlé d'ailleurs. Donc cette navigatrice sud-africaine Kirsten Neuschafer qui est toujours en tête sur la Golden Globe Race avec 300 000 d'avance sur son poursuivant. Ils sont à moins de 3000 milles de l'arrivée au Sable d'Olonne. Et on va suivre et moi j'espère qu'elle va aller jusqu'au bout. Et un autre coup de cœur, c'est à Yves Le Blévec, directeur de course de la Plastimo Lorient Mini 650, qui a imposé des duos mixtes pour cet événement. Et il faut savoir que l'événement qui part le 13 avril va accueillir 80 duos mixtes. C'est-à-dire qu'il y a des femmes dans la course au large, il faut juste aller les chercher, il faut leur dire « osez », mais elles sont là. N'hésitez pas à suivre le défi atlantique, cette course pour les classes 40, qui est parti samedi 1er avril. Et non, ce n'est pas un poisson d'avril. Donc ils sont partis de Pointe-à-Pitre pour rejoindre La Rochelle avec une escale à Horta. Ils sont 13 équipages à avoir pris le départ. Et juste pour faire venir un peu ces news, on a eu un message de Pat CG63 sur Apple Podcast qui voudrait notre générique de la première saison. Allez, on en met quelques secondes pour se souvenir. I'm going for a swim. Show you the one who's cow. You earn your tiny wings, yeah. C'est la fin de ce 3e épisode Nouvelle Formule. Merci de nous avoir suivis. Merci à notre invité Hubert Lemonnier. On attend vos réactions, vos envies pour les prochains épisodes et surtout vos petites étoiles. Et puis on vous concocte encore plein de pépites à venir. À très vite. Salut à tous. Merci à tous et rendez-vous dans 15 jours. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Partagez-le, parlez-en autour de vous. Et puis, vous savez qu'on aime les messages. D'ailleurs, on en a reçu, on vous répond. Alors, n'hésitez pas à nous en laisser sur Facebook, Instagram ou Twitter.